préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue sur votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité. Je suis très heureuse de reprendre le micro après cette petite pause estivale et je suis accompagnée aujourd'hui d'Élodie Lagrange. Bonjour Élodie. Bonjour. On va parler d'un sujet qui touche tous les parents de tous les âges, le sommeil des enfants, des tout petits, des bébés. On va essayer de l'aborder avec un regard aussi du parent, comment c'est aussi pour le parent, parce que beaucoup aujourd'hui proposent des méthodes toutes faites. On va en parler de ces méthodes-là d'ailleurs, mais on parle aussi trop peu en fait de l'impact sur le parent qui pourtant qui fait face tous les jours, toutes les nuits à des réveils, à des difficultés avec son enfant. Ce sujet, pourquoi il est important d'être abordé aujourd'hui? Déjà parce que pour moi personnellement, ça fait 5 ans que je ne dors pas de nuit complète et que je ne suis pas la seule, je le sais, mais ça, c'est bien de l'entendre qu'il y a d'autres parents aussi qui traversent les mêmes difficultés. Je me suis toujours contentée en disant bon, j'ai que des difficultés du sommeil à côté, tout va très bien. Donc voilà, des fois c'est comme ça. Mais alors ce sujet, pourquoi il est important? Parce que aujourd'hui, en fait, on va s'appuyer dans tout ce qu'on va vous citer là dans l'émission avec Élodie, des neurosciences. Les neurosciences sont accessibles de plus en plus. C'était pas le cas il y a quelques années en arrière, et ces neurosciences nous apportent en fait de l'information. On va comprendre que le sommeil, en fait, c'est quelque chose qui est une acquisition et surtout qui renvoie à une forme de maturité. Le mot maturité, je l'utilise aussi des fois pour parler de maturité émotionnelle ou d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que c'est quelque chose où on est tous inégaux en fonction de notre parcours et puis de si on a été sensibilisé à ça, si on a été éduqué, informé. Et donc, si on parle par exemple des émotions, on a tous une façon différente de gérer ou ne pas gérer du coup nos émotions. Donc, on peut parler de maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est quand on est capable de nommer ce qu'on ressent, d'identifier le besoin qui n'est pas nourri et la stratégie, qu'elle soit dépendante ou indépendante. Et bien cette démarche-là, elle s'applique aussi au sommeil de l'enfant. Vous allez voir que l'enfant, en fait, il sait déjà dormir. Il dort à sa façon, et donc ça demande beaucoup d'adaptation. Et comme il dort à sa façon, ça nous renvoie, nous, à des contraintes, des responsabilités qui nous renvoient du coup à comment on va gérer la situation. Et vous allez voir que le sommeil de l'enfant, puisque l'enfant sait déjà dormir, c'est un fait, il va évoluer en fonction des années. Et ça se compte en années, oui, pas en quelques mois, en années. Donc, on parle de maturité parce qu'il va faire des apprentissages, il va être de plus en plus compétent. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer tout au long de l'émission. Parce que c'est important pour moi, quand on fait une parentalité autrement, d'aller plonger dans les connaissances, dans le savoir et d'aller mieux comprendre en fait cet être humain qui nous accompagne. Parce que même si c'est un bébé qui a des capacités limitées, ça reste un être humain, une personne. Et c'est important de savoir en fait de quoi il est capable et comment ça se passe pour lui. Voilà, un petit peu ce qui vous attend dans cette émission. Sachez que si vous n'avez pas la possibilité de l'écouter jusqu'au bout, vous pourrez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, dans la playlist Parents Autrement, et sur le podcast Parents Autrement sur les chaînes d'Apple et Spotify. Bonjour Élodie, une nouvelle fois. Bonjour. Alors, Élodie, tu es aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. Tu es infirmière, mais tu es aussi doula et accompagnante périnatale. Tu as fondé ton entreprise qui s'appelle Moment d'Attention. J'adore ce nom d'ailleurs, comme la moment de... Voilà. Et j'aimerais que tu nous partages déjà un petit peu ton parcours. Comme vous le savez, c'est toujours important pour moi de mettre en avant l'humain qui est derrière un nom d'entreprise ou une activité et de comprendre comment tu en es arrivé à vouloir accompagner les parents sur leur chemin de maternité et de la parentalité. Alors, oui, comme de formation initiale, donc je suis infirmière. J'ai toujours aimé prendre en soin les personnes dans leur globalité. C'est vraiment ce qui me tient à cœur et qui est important pour moi. Et puis, mon expérience personnelle, ma maternité à moi, a fait que je me suis intéressée aux parents, aux familles. En fait, j'ai eu ma fille dans les Caraïbes. Enfin, on vivait dans les Caraïbes. Donc ça fait rêver les Caraïbes, hein. Oui. Mais la suite fait-moi rêver du coup. On était du coup, oui, effectivement, à 8000 km de la famille. Et ça, c'est quelque chose que
on s'est pas rendu compte. Une fois qu'elle est arrivée, c'était chouette, mais finalement, pas d'aide. Donc, 24 heures sur 24 à être avec le bébé et à pas avoir de possibilité de souffler, d'avoir passer le relais. Voilà, soutien même psychologique, d'être entouré. Et comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Absolument. Voilà. Puis en plus, il y avait le Covid, donc j'ai aussi repris le boulot d'infirmière, beaucoup travaillé. Voilà. Donc finalement, on a dû retourner en métropole. Ouais, c'est un contexte particulier où tu as dû te sentir vraiment isolée pour ton postpartum et dans comment prendre soin de mon enfant, retourner au travail. Ce sont des difficultés que beaucoup de parents font face, mais voilà, quand en plus on est isolé de notre propre famille sur qui on aurait pu compter, ça rajoute encore plus une notion de difficulté. Oui, voilà, je pense que ça a augmenté les difficultés que finalement, au final, tout le monde rencontre. Mais voilà. Oui, parce qu'en rentrant en métropole, c'est un peu le constat que tu t'es fait. Oui, finalement, j'étais pas la seule. Voilà, c'était pas que les Caraïbes. Non. Il y avait aussi d'autres familles qui vivaient les mêmes choses. Voilà, et puis après, il y a plein d'autres je me suis aperçue qu'il y avait finalement plein d'autres difficultés qu'on pouvait rencontrer dans la parentalité, qui n'était pas le fait forcément d'être entouré ou pas, mais en tout cas, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et il y a un besoin à ce niveau-là. Je crois que c'est vrai que pour beaucoup de doulas, d'accompagnantes en périnatalité, pour ceux qui connaissent pas cette profession, c'est vraiment une profession qui est complémentaire du système médical déjà présent, puisque nous on ne traite pas du monde médical. On sera pas les personnes qui vont poser un diagnostic ou vous dire il arrive ça à votre bébé ou vous devriez faire ça. Non, on vient c'est surtout pas ça. Nous, notre posture elle est très importante. On accompagne. Ça veut dire qu'on se place à côté de vous. On est juste là pour vous offrir du soutien, de ce dont vous avez besoin. Ça peut être de l'écoute émotionnelle, ça peut être de faire vous aider à remplir une tâche quelle qu'elle soit dans la maison ou la faire pour vous carrément pour que vous puissiez vous reposer. Et en parallèle aussi, c'est vous transmettre des savoir-faire et des savoir-être. Voilà, c'est vraiment les doulas et les accompagnantes en périnatalité sont les spécialistes de l'écoute et de l'accompagnement, de la relation d'aide non médicale. C'est important de le préciser. Oui. Donc tu rentres en métropole, tu te constates que tes difficultés sont partagées par bien d'autres des parents. Et là, il y a un peu quelque chose qui émerge en toi de vouloir te former et compléter finalement ton offre d'infirmière par autre chose. Oui, voilà. Direct dans l'avion, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose de cette expérience. Oui. Et voilà, donc je me suis formée en tant que doula d'abord doula postnatale, puisque vraiment c'était le postpartum qui m'avait posé question. Donc j'ai fait une formation de doula postnatale. Et puis au fur et à mesure, j'évolue. Et puis finalement, je me rends compte que il y a plein d'autres choses à faire parce que donc la doula, elle accompagne principalement le bien-être des parents, mais finalement tout est lié. Et pour que les parents aillent bien, il faut que le bébé aille bien. Ouais. Donc j'ai rajouté de la réflexologie plantaire pour les bébés, du portage, le bain sensoriel aussi, la danse. Et oui, c'est vrai, oui, parce que toutes les deux, on est formés par Céline Grisoni à la danse prénatale, danse postnatale avec bébé. Et comme on est aussi toutes les deux monitrices de portage, je pense que comme moi, t'as trouvé ça trop chouette de se dire, on allie les deux, le portage et la danse, et ça fait des ateliers tellement géniaux à participer, à proposer, quoi. Oui, c'est un moment de bien-être à la fois pour le bébé et à la fois pour la maman qui des fois s'oublie aussi en postpartum. Ouais. Surtout que je vois bien un peu comme on partage pas mal de formations, mais l'idée de Céline Grisoni dans ses formations, c'est de mettre l'accent sur le lien d'attachement. Oui. On n'est pas là pour faire un cours de danse, en fait, avec le bébé dans le dos. On est là pour faciliter un espace où le parent va pouvoir se connecter à son enfant de la façon dont ça lui convient. Moi, j'ai eu des mamans qui laissaient l'enfant, agir libre et en autonomie parce que les espaces sont faits pour. Et puis, c'était un atelier pour elle. Voilà. L'enfant était occupé par autre chose et elle pouvait se recentrer et s'offrir ce moment de tranquillité. Il y en a d'autres où non, ils vont beaucoup participer avec l'enfant. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que chacun est libre d'explorer les propositions de la façon qui lui convient et les parents repartent à chaque fois de l'atelier en étant vraiment comblés et heureux du moment qu'ils ont passé avec l'enfant ou avec eux-mêmes.
C'est ça, oui. Moi, je dis toujours, j'ai pas d'objectif pour vous. C'est vous qui prenez ce qu'il y a à apprendre dans l'atelier. Ouais, exactement. Donc, du coup, voilà, c'est pas mal de le préciser quand même que avec toi, on peut donc aussi louer tout ce qui est des écharpes de portage, des moyens de portage. Non seulement tu proposes le savoir faire ok, c'est un art de faire des nœuds avec une écharpe de 5 mètres de long. Hein, on est d'accord, il faut quand même l'apprendre. Malgré toutes les vidéos, des fois, on n'y arrive pas. Donc, c'est intéressant de faire un atelier de portage. Et surtout, moi, ce que j'aime dans les ateliers de portage, et je pense que tu le proposes aussi, c'est qu'on peut adapter. Et ça, c'est un mot que tu m'as précisé beaucoup, c'est personnaliser en fonction du parent et du bébé. Il y a 2 personnes. Quand on s'intéresse à la périnatalité, il y a toujours 2-3 personnes en fait à prendre en compte. Et les besoins de la maman sont pas les mêmes besoins que du papa ou du coparent. Oui. Donc c'est ça l'intérêt de faire un atelier de portage avec toi aussi, c'est de pouvoir avoir quelque chose de personnalisé et d'essayer plein de moyens de portage, de les louer pour être après autonome, les essayer et puis changer si on a envie, parce que l'enfant grandit aussi et qu'un moyen de portage est aussi évolutif. Tout est évolutif. Tout est évolutif, oui, c'est ça. Dans la parentalité d'ailleurs, rien n'est figé. Enfin... Exactement. Donc le portage, la réflexologie, le bain sensoriel, et puis aussi tu t'es rendu compte que c'est bien de prendre soin du bébé, mais c'est aussi bien de prendre soin de la maman. Donc tu proposes aussi d'autres choses. Oui, en fait au début donc c'était vraiment tout ce qui était massage. Les rebozo aussi, c'est les tissus mexicains qui permettent de resserrer des parties du corps, le bassin surtout en postpartum, mais d'autres parties du corps qui vont apporter un bien-être. Il peut y avoir aussi une partie plus psychologique, de qu'est-ce qu'on en fait de ce serrage, qu'est-ce qui m'apporte dans ce changement de vie. Oui. Quelle intention je vais poser de m'offrir ce moment-là. C'est vrai que l'intention après une naissance où on a ce resserrage du bassin, c'est aussi d'envoyer un message au corps, de lui dire c'est bon, maintenant tu peux te refermer. Et c'est comme si la mère pouvait comme se recentrer. Parce que la naissance, notre environnement de l'Ayurveda, on va dire que on devient un peu plus éthérique parce que notre espace s'agrandit. Le bébé maintenant est à l'extérieur de nous, donc notre espace il est forcément plus grand et on a besoin pour autant d'être centré quand même et aligné pour retrouver cette force et puis cette solidité avec laquelle on va pouvoir avancer et prendre soin de notre enfant. Oui. Si on reste déployé, éparpillé, ça fait des effets un peu bizarres. Si en plus de ça on est hypersensible, on capte trop de choses et c'est là où c'est un peu ressemblé à une cacophonie. Et donc c'est vrai que le resserrage du bassin avec le rebozo, il peut apporter cette dimension-là. Mais là c'est qu'un exemple parce qu'en fait il peut apporter la dimension que le parent a envie que ça représente pour lui. Oui. C'est vrai, c'est toujours suivant lui, ses besoins à lui. Il y a des personnes qui vont aussi revenir sur leur accouchement par rapport à ce rebozo. Oui. Et oui, c'est ça, c'est aussi l'occasion de poser ce qui s'est passé, ce qui reste. Et j'aime beaucoup ton approche parce que ça rejoint vraiment les séances que je propose en communication quantique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on explore un thème, après c'est de dire qu'est-ce que j'en fais de ça, en quoi ça va m'être utile. Et c'est ce que tu as fait en créant ton entreprise toi aussi, et j'aime beaucoup l'entendre. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que quand on regarde chaque expérience de notre vie en se disant il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Oui. Voilà, ça change. Je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais ça change en fait vers quoi on s'en va et avec quelle énergie on avance dans notre vie. Oui, c'est toujours tirer le positif, de se dire pourquoi il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je vais apporter aux autres avec ça ou à moi-même. Ouais, exactement. Et donc, en posant un petit peu pas à pas tous ces services que tu avais à offrir aux bébés, aux parents, tu te rends aussi compte en fait que la grossesse et l'accouchement, c'est aussi indispensable en fait, qu'on peut pas juste se contenter au postpartum. C'est aussi important de prendre ce qu'il y a avant. Oui, finalement j'étais partie sur le postpartum, j'accompagnais que le postpartum et puis au fur et à mesure des rencontres, j'ai rencontré des mamans qui ont eu des grossesses très difficiles, des accouchements traumatiques et ça a eu un lien, ça a eu une incidence sur leur postpartum. Finalement c'était ça, le problème c'était pas le postpartum du moment, puisque finalement elles étaient bien entourées, elles avaient toute l'aide qu'il fallait, mais il y avait quelque chose qui coinçait parce que l'accouchement s'était pas passé comme elles auraient voulu. Et finalement, du coup, j'ai fait des formations aussi pour travailler en prénatal sur la grossesse, sur l'accouchement. Ok.
Super. Donc du coup, tu te retrouves à faire un accompagnement global. Oui, mais c'est ça qui m'intéresse et qui me plaît. Mais on est plusieurs à faire ce constat-là dans le monde de la périnatalité que au début, on part avec il faut mettre l'accent sur le postpartum. Et puis finalement, en fait, le besoin, il est plutôt pendant la grossesse et l'accouchement, et que oui, forcément, des fois, si la grossesse et l'accouchement, ça s'est pas passé selon les projections de la famille, ça laisse des traces, et que du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir soutenir avant cette période-là pour pouvoir pas forcément changer le cours des choses, mais juste encore une fois être à côté. Faire en sorte que la personne, elle se sente pas seule, isolée, qu'elle puisse avoir un espace où elle se sente en sécurité pour tout dire, tout déposer, tout faire, oser en fait dire ce que on peut pas dire à la famille, et ça alléger en fait sur le plan émotionnel du moins. Oui, puis comme on disait, rien n'est figé, et même si ça s'est pas passé comme elle le souhaitait, eh ben on va travailler là-dessus. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait et voilà, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'on peut pas changer les faits. Les faits sont là. Génial. Et puis dans tout cet accompagnement qui est global et qui a l'air bien construit, il y a aussi l'accompagnement au sommeil. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir proposer aussi ce genre de service? Et finalement, je rencontrais beaucoup de parents qui avaient des problèmes de sommeil en réflexologie plantaire, qui venaient me voir pour ça. Et puis même en portage, on en parle. Bien sûr. On parle forcément du sommeil. Dans tous mes accompagnements, le sommeil, c'est quand même un sujet qui revient toujours. Ouais. Mais oui, parce que le bébé ne dort pas comme un adulte. C'est ça. Donc, ça vient forcément nous chercher. Et donc du coup tu t'es formée avec une approche un peu particulière, parce que du coup en début d'émission j'ai nommé certaines méthodes, et je pense que vous qui nous écoutez, chers parents, vous avez déjà entendu parler de plein de méthodes d'accompagnement au sommeil qui consistent à appliquer des temps, des durées où on laisse l'enfant seul, on laisse parfois l'enfant pleurer, où ça consiste à ne pas le prendre dans les bras, à ne pas faire certaines choses. Et bon, des fois ça fait peur quand on lit toutes ces méthodes-là. On entend forcément des témoignages de « Oh, ça a marché pour moi », etc. Donc on ne sait plus. En tant que parent, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit laisser pleurer notre enfant, ne pas le prendre dans les bras alors que visiblement tout notre corps nous dit « Prends-le ». Et donc à un moment donné, oui, on peut se retrouver complètement perdu. Donc toi, comment t'as voulu accompagner les parents avec ce sujet du sommeil? Alors moi, je suis formée par rapport aux données scientifiques, en fait, aux faits réels de comment est le sommeil du bébé. Et effectivement, je ne voulais pas une formation avec une méthode qui allait me dire, de laisser pleurer bébé, ou ça ne m'intéresse pas. Je me considère pas comme un coach en sommeil. Oui. Mon objectif, c'est vraiment de donner confiance aux parents dans ce qu'il fait déjà, principalement. Ouais. Et puis de lui expliquer comment va se passer, comment est le sommeil du bébé, parce que c'est sûr que on essaye de faire dormir son enfant, et puis si on sait pas en fait comment fonctionne son sommeil, ça sera pas possible, quoi. Ça marchera pas. Donc c'est vraiment partir sur les faits. Ouais. Comment se déroule le sommeil du bébé. Et en fait, on en revient encore une fois au métier d'accompagnant. On est là pour informer. Voilà, donner une info. Le parent, après, en fait ce qu'il en veut. Oui. Mais il y a une information. On peut pas nier la réalité de comment dort un enfant, un bébé, comment est structuré son sommeil, qu'est-ce qui va influencer la qualité de son sommeil, sa capacité à s'endormir, à moins se réveiller la nuit ou à se rendormir la nuit. Ça, c'est factuel. Maintenant, après, le parent, on fait ce qu'il en veut. Mais donc ça, j'aime beaucoup cette énergie que t'as de, voilà, on parle de l'information, on voit après comment ça va, parce que c'est personnalisé. Donc comment ça va s'inclure dans la dynamique de la famille, les habitudes de la famille, et on voit comment ça évolue. Donc il y a aussi une possibilité de voir un suivi, de voir pas, et de se sentir du coup soutenu durant ces difficultés. En fait, on peut faire soit un rendez-vous pour une problématique et qui se règle assez rapidement, soit on peut faire un rendez-vous sur plusieurs semaines. On va se faire des appels, se revoir régulièrement, et on peut même m'envoyer des SMS pour me dire comment ça se passe, des moments où le parent est perdu en disant j'ai fait ça, est-ce que c'est bien ou pas, il peut effectivement y avoir un suivi. Ok.
On va faire une courte page de musique et on va revenir après pour aller justement donner de l'information détaillée, la physiologie du sommeil. C'est quoi la différence entre un rituel, une routine, c'est quoi le rythme du bébé, et ensuite on va aller voir tout ce qui est un peu tordre le cou aux idées reçues au sujet de l'allaitement, au sujet des réveils nocturnes et des stratégies d'endormissement et de réendormissement. Restez avec nous, vous êtes sur Parents Autrement, Radio Grand Lac 92.1 FM. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà pour la deuxième partie de l'émission. Je suis accompagnée d'Élodie Lagrange, qui est infirmière doula et accompagnante périnatale, qui a créé son entreprise Moment d'attention en Savoie. Et on était en train de parler toutes les deux du sujet du sommeil des enfants. Dans cette deuxième partie d'émission, on va donc parler de la physiologie du sommeil, sa structure. C'est quoi la différence entre un rythme, un rituel et une routine? Toutes ces informations sont essentielles pour un nouveau parent, un jeune parent, parce que ça va lui permettre de mieux comprendre son enfant. C'est vrai que, par exemple, le sommeil, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est une acquisition. Comme la marche est une acquisition. Donc, ça paraîtrait un petit peu absurde de se dire, mon enfant se met à quatre pattes, tiens, maintenant j'ai envie qu'il marche. Et donc je le mets debout moi-même. Et puis, je mets cette injonction de, non, faut que tu marches, quoi. J'ai décidé que c'était le moment. Ça va pas fonctionner, évidemment, parce que l'enfant n'est pas prêt, il n'est pas capable de répondre à notre demande d'adulte. Donc, c'est en ça que c'est important, avant de venir, pour mieux accompagner le sommeil de notre enfant, mais de comprendre, en fait, comment ça se passe, comment il est structuré, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'enfant en termes de compétences, de capacités, et comment on peut continuer à l'accompagner à ce que cette acquisition se passe bien, tout simplement. Donc, physiologie du sommeil. Dis-nous tout. Je crois qu'on va parler de petits trains. On va parler des petits trains, des trains qui sont bien connus. Juste avant, je voulais reprendre quand tu parlais de la marche. Effectivement, c'est une acquisition, mais sauf que la différence, c'est que le bébé ne sait pas marcher in utero, alors qu'il sait dormir in utero. Exactement. Donc, il a déjà ses stratégies d'endormissement. Il a déjà l'habitude de dormir dans le ventre de la maman. Donc, c'est là où c'est un petit peu différent, mais après, effectivement, comme la marche, il va apprendre par lui-même. Et on entend souvent des mamans qui disent « je l'endors au sein, je l'endors en portage ». Et en fait, c'est pas la maman qui l'endort, c'est le bébé qui s'endort au sein, en portage. Absolument. C'est hyper important ce que tu dis. Merci de le préciser, parce que c'est vrai que j'aime aussi vous inviter des fois à changer votre langage dans les différentes émissions qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Et si vous pouviez, vous parents, changer votre langage, d'arrêter de dire « je vais endormir mon enfant », et de dire je vais l'accompagner, voilà, à dormir. Il va s'endormir tout seul. C'est lui qui s'endort tout seul. Mais en quoi c'est important en fait de noter ça? C'est parce qu'aussi dans notre approche, si je pars dans l'idée que c'est moi qui vais l'endormir, ça veut dire que tout repose sur moi. Oui. C'est ma responsabilité et ça veut dire que je ne fais pas ce qu'il faut s'il ne s'endort pas. Il y a peut-être déjà assez de culpabilité chez les parents. Alors que si je l'accompagne à s'endormir, ça veut dire que je suis encore une fois à côté de lui. Et qu'après, je crée un environnement, un espace autour favorable à ce qu'il puisse s'endormir. C'est sûr que si je me mets à avoir une conversation téléphonique alors que le petit est à côté en train d'essayer de s'endormir, ça ne marchera pas. Voilà. Ou que si je regarde un film ou je me mets à écouter de la musique très fort ou ce genre de choses, ça vient perturber. Et donc là, je ne suis pas en train d'accompagner. Mais donc, si je l'accompagne, c'est aussi une autre énergie parce que du coup, moi, je suis juste avec l'enfant et l'enfant aussi a sa responsabilité, sa responsabilité à lui, ce sera de s'endormir au moment où ça lui est juste. D'accord. Donc, parlons-en de comment est structuré le sommeil, parce que du coup, en effet, in utero, ils dorment déjà. On a du mal à caractériser, par contre, si c'est un sommeil agité, profond, etc. C'est un état un petit peu non défini, mais qui ressemble vraiment à de la dormance, c'est-à-dire qu'ils ont des moments de calme où ils sont pas agités. Est-ce qu'ils ont les yeux fermés ou pas?
Ça a été étudié justement avec le clignement des yeux, des choses comme ça. Voilà, exactement. Et donc, c'est de là qu'on commence à supposer, mais c'est bien aussi de supposer qu'ils ont déjà des phases d'agitation et des phases de repos. Oui. Voilà. Et donc, à la naissance, pourquoi tout serait d'un coup bouleversé? Alors oui, il y a comment ils sont venus au monde. Ça peut laisser une empreinte pour le bébé parce que ça reste un événement. Mais si la naissance s'est plus et moins bien passée, en toute logique, ils continuent à appliquer ces mêmes rythmes après à l'extérieur. Oui, sauf qu'ils sont pas dans le même milieu. Mais ça, c'est une grosse différence. Voilà. Parce que dans le ventre de la maman, il est à 37 degrés, il est contenu, il est en position fétale. Voilà. Il est bercé. Il entend des bruits du corps de la maman. Sa respiration, son cœur, sa voix, la circulation du sang. Et donc là, c'est génial, tu viens de nous nommer tout ce qui peut sécuriser un enfant pour l'aider à bien dormir à la naissance. Voilà. Oui. Reproduire les conditions utérines, tout simplement. Oui, c'est sûr que les premiers mois, dans tous les cas, c'est ce qui va être le plus important pour l'enfant, c'est de retrouver ces conditions qu'il avait quand il était in utero. Voilà. Le sommeil, on l'a pas dit, mais c'est un besoin vital. C'est quelque chose qui est nécessaire pour l'enfant. Il a besoin de dormir pour ses défenses immunitaires, pour sa croissance, pour son développement, pour son humeur, si ça se voit. Enfin, il y a des bébés qui sont ronchons parce qu'ils dorment pas, mais ça se voit plus au niveau adulte. Après, l'humeur quand on manque de sommeil. Mais donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et particulièrement à la naissance et les premiers mois. Donc, c'est vrai que le mieux, entre guillemets, ça sera de favoriser ce sommeil en mettant toutes les conditions qui vont le permettre. Exactement. Et c'est pour ça que du coup, le portage, on le voit beaucoup dans les ateliers de portage, mais le portage vient soutenir tout ça parce qu'il offre en fait un petit peu cet espace d'utérus. Voilà. Ma formatrice disait c'est un utérus avec vue parce que on est à l'extérieur, mais du coup il est contenu, il est au chaud, il est bercé, il est proche de maman, donc il entend, ou du papa même, ou du coparent, il entend tous les bruits comme il entendait quand il était dans l'utérus. Donc forcément, un bébé qui est porté, il va avoir tendance à allonger son temps de repos en journée si le parent a la possibilité de le porter dans la longueur. Ou sinon, pour les endormissements du soir, ça marche aussi très bien pour les accompagner, en fait, soulager les bras. Voilà. C'est ça depuis toujours. On a bercé les enfants pour les endormir. Oui. Voilà, ça c'est quelque chose qui est ancestral presque. Ça se fait partout dans le monde. Ça se fait partout dans le monde. Voilà. Et alors, comme on parle du monde, c'est aussi intéressant de regarder ce que font les autres pays, les autres cultures, et ça permet d'ouvrir un peu sa conscience et d'aller relâcher ces croyances, ces fausses croyances de il ne faut pas habituer un bébé au bras, il ne faut pas qu'il s'endorme au sein ou dans tes bras, et d'aller voir, ok, ils font comment les autres êtres humains de la planète, parce qu'on parle de quelque chose qui est universel, on parle d'un bébé mammifère, donc on est de la même espèce, donc il n'y a pas forcément de raison, si ce n'est culturel, voilà, que ça soit différent. Mais donc toi tu as un beau livre que tu as apporté aujourd'hui sur le plateau, qui est Maman du monde. Oui. Et qui permet de parler de toutes les cultures, les traditions partout dans le monde, que ça soit de la grossesse, accouchement et postpartum. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est Maman du monde de Anya Pamula et Dorothée Sada, et je trouve qu'il aide assez bien à déculpabiliser parce que donc il parle pas que du sommeil, il parle aussi de l'alimentation, des questionnements, des coutumes de chaque pays. Mais c'est vrai qu'au niveau sommeil, c'est quand même très très culturel d'avoir l'enfant qui a sa chambre et qui doit dormir dans son lit dès le retour à la maternité. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, j'ai des parents qui me disent mon enfant il s'endort pas tout seul, j'ai besoin d'aide. Est-ce que ça vous pose problème? C'est une des premières questions que je pose. Non, nous ça va, une fois qu'il s'endort, après il dort toute la nuit, et c'est là que je dis alors pourquoi ça pose problème? On m'a dit qu'il fallait pas, c'est une mauvaise habitude et tout ça. En France, en tout cas dans notre culture à nous, on peut entendre que c'est une mauvaise habitude, mais on se rend compte qu'il y a plein de pays où les enfants dorment avec leurs parents pendant des années. J'avais une amie, une très très bonne amie qui a été comme une bonne étoile la première fois que je suis devenue maman, qui m'a beaucoup accompagnée pendant ma grossesse et qui me partageait
après coup, parce que forcément j'ai rencontré de grosses difficultés avec le sommeil de mon premier enfant. Et du coup, elle me partageait cette histoire, cette anecdote que je vais vous raconter. C'était des amis d'Inde qui étaient venus en France et puis qui visitaient sa maison parce qu'ils ils étaient de passage. À l'époque, j'étais à Toulouse. Et puis elle me racontait ça que le papa était indien et donc il était un petit peu dans l'interrogatif. Il disait alors ça c'est votre chambre avec un seul lit de 2 personnes et là il y a la chambre du premier, la chambre du deuxième et les 2 dorment là-bas. Les enfants avaient entre 5 ans et 3 ans je crois à peu près, donc encore petits. Et il était très dans l'interrogation et il m'a dit je vois que ça a l'air de te choquer. Il fait ah bah oui parce que nous en Inde on fait pas du tout comme ça. On a une grande pièce qui est la chambre familiale, on a nous notre lit et puis il y a plein d'autres lits où les enfants dorment et c'est l'enfant qui vers 5-6 ans en fait décide de lui-même de quitter la chambre familiale pour aller s'installer dans sa propre chambre. Ça veut dire qu'il est prêt. Voilà. Et il n'y a pas un âge fixe, c'est quand il le sent, quand il sent qu'il est assez mature et qu'il est prêt à aller dormir seul dans sa chambre. Et ça l'a scotché d'entendre cette histoire-là et de se dire, mais alors nous, on est vraiment, parce que du coup, elle traversait aussi des difficultés de sommeil. La nuit, c'était comment? Ils s'endormaient tous les 2 dans le lit parental, les enfants dans les autres lits, ils les avaient accompagnés. Puis dans la nuit, il y avait toujours des réveils et donc on savait pas trop. Elle me disait, on sait pas trop où est-ce qu'on se réveille le matin. Des fois, je suis dans la chambre du deuxième, des fois dans la chambre du premier. Mon conjoint est là-bas. Enfin bref, tout le monde est éparpillé dans la maison. Pas du tout comment on s'est endormi. Et donc c'est vrai que ça l'a fait sourire de se dire, en fait, culturellement aussi, peut-être qu'on pourrait lâcher et mettre tout le monde dans la même chambre. On dormirait peut-être mieux. Oui, ça diminuerait la pression. Voilà. Mais des fois, ouais, c'est ça. Il faut que chacun ait sa chambre. On en reparlera. Donc, la physiologie du sommeil. Rapidement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a différentes structures qui évoluent en fait. Que ce qu'on attend d'un bébé à la naissance n'est pas la même chose à un bébé de 3 mois, de 9 mois, de 1 an, de 2 ans, de 5 ans. Oui. C'est la physiologie du sommeil n'est pas la même d'un enfant et qu'un adulte. Donc c'est vrai que à la naissance, c'est vraiment il y a l'endormissement, il y a 2 phases, sommeil agité et sommeil calme. Et c'est vrai que ça c'est important de le savoir parce que c'est souvent que les parents ils disent d'un coup il se met à pleurer et on va le prendre dans les bras alors qu'en fait il était peut-être tout simplement en sommeil agité, il enchaînait un autre cycle de sommeil. Donc c'est vrai qu'on va essayer de travailler pour repérer ces signes qui nous disent qu'il est en sommeil agité. L'observation. Oui, ouais. Oui, ça y fait beaucoup. Ça peut être les clignements des yeux, ça peut être des mouvements un peu rapides dans tous les sens. Il peut faire des grimaces. Ouais. Et du coup, là, ton invitation aussi, c'est à ne pas se précipiter. C'est ça. Et à se jeter sur l'enfant en mode tout de suite il se réveille, il faut que je sois là. Mais à plus avoir comme un temps d'observation, de se dire il fait quoi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que en effet il clignote, etc. Est-ce qu'il va se rendormir? Alors forcément, faut pas que l'enfant vous voie parce que sinon un petit peu fichu quoi. Donc discrètement, de pas bondir sur l'enfant dès qu'il fait un moindre bruit, mais juste de l'observer et de se rendre compte que non, en fait il est entre 2 cycles et il va se rendormir. Incroyable. Mais voilà, d'avoir un peu ce temps d'expérience, d'observation de son enfant et de voir qu'est-ce qu'il fait. Et puis de voir à l'intérieur de nous, bon ok, ça fait quoi? Est-ce que j'ai très très envie d'aller le rejoindre parce qu'en fait je suis pas capable de rester et j'ai besoin de bondir sur lui? Ok, très bien, c'est un fait. Ou alors est-ce que non, ça va, mon corps me dit pas il faut absolument que tu ailles lui porter secours ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand on devient parent, on est un peu sujet à ces comportements presque animal en fait, de survie. Oui, mais c'est vrai qu'on quand on parlait de laisser pleurer l'enfant, alors des fois ça devient trop justement, il faut pas le laisser pleurer, donc dès qu'il bouge un petit peu dans le lit, vite je vais le prendre dans mes bras. Alors non, ça veut pas dire quand il est en phase agitée, ça veut pas dire qu'il a besoin de vous à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est en observant qu'on s'en rend compte. Ouais, exactement. C'est bien de savoir 2 choses, c'est que l'enfant va pleurer pour se réguler. Et c'est pas forcément une bonne chose que de vouloir interdire absolument à ce que l'enfant pleure. Voilà, c'est une forme d'expression. Maintenant, on peut éviter certains pleurs, ça c'est sûr. Mais des fois, quand l'enfant il est en train de dormir et puis d'un coup il se met à crier ou pleurer ou à gémir, c'est de la régulation en fait. Et ça veut pas forcément dire qu'il a besoin d'aide.
Voilà. Et c'est ça, en fait, en tant que parent, d'apprendre à faire la différence entre là, c'est un état de détresse et là, c'est juste un état de régulation. Finalement, est-ce que j'ai à intervenir ou pas? Et d'être dans cette observation, ce juge de qu'est-ce que je fais? Voilà. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant de poser dans un cadre d'accompagnement du sommeil, d'arriver à comprendre ça en fait. Où vous allez pouvoir reparler, j'imagine, d'anecdotes avec toi et puis pouvoir dire il s'est passé ça, je sais pas si j'aurais dû intervenir ou pas. Puis toi tu vas pouvoir leur dire voilà, la prochaine fois regardez le clignement des yeux, l'agitation, tout ça. Ce sont des signes simplement d'enchaînement. Oui. Et puis n'intervenez pas et vous voyez comment ça se passe. Oui, voilà. Puis après on le voit aussi avec la durée du cycle. Voilà. Alors, quand le bébé est tout petit, les cycles sont plus courts. Donc, c'est vrai, des fois, on a l'impression qu'il se réveille beaucoup parce que effectivement, il aura du mal à réenchaîner. Les cycles sont plus courts. Ça peut être 40-50 minutes, alors que nous, adultes, ça peut aller jusqu'à 120 minutes. Donc, c'est plus du double. Donc, c'est vrai que c'est... Et c'est pour ça qu'on parlait de petits trains. Il faut imaginer que y a un wagon. La locomotive, c'est l'endormissement. Et puis derrière, on a plusieurs wagons qui ont des enchaînements de sommeil agité, sommeil plus calme. Et comme ça nous fait notre 40 minutes, 50 minutes. Et puis après, hop, un petit réveil et on réenchaîne. Et on réenchaîne, voilà. Et si on réenchaîne pas, c'est peut-être parce que l'enfant avait besoin de retrouver ces conditions de sécurité qui rappellent un peu la dimension utérine. Et puis ça, après, ça va grandir, évidemment, ça va évoluer. Les wagons il y en aura de plus en plus, la durée va être de plus en plus longue. Et tout ça, vous pouvez vraiment retrouver, c'est une très bonne ressource, tout ce détail âge par âge dans le livre du docteur Rosa Jové, Dormir sans larmes. C'est la Bible du sommeil quand on a envie de comprendre comment est organisé le sommeil d'un bébé, de son enfant jusqu'à 6 ans, d'aller consulter ce livre, tout est dedans. Et moi, je sais que j'ai pu l'ouvrir. Il est très bien structuré, donc on n'est pas obligé de lire tout le livre. Oui. On peut juste ouvrir, ok, moi j'en suis à cette période-là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les difficultés, et donc voilà. Et du coup, maintenant, on va faire une courte pause musicale, mais on va maintenant après aborder tout ce qui va être ces choses qui vont favoriser l'endormissement, que ce soit les rythmes, la routine, les rituels, et on va parler de stratégie de l'endormissement, comment le bébé fait pour s'endormir, qu'est-ce qu'il utilise pour s'endormir, de façon dépendante ou indépendante. Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous pour cette dernière partie d'émission. Je suis accompagnée d'Élodie Lagrange qui a fondé Moment d'attention, qui est doula, accompagnante périnatale et infirmière. Et ensemble, on parle du sujet du sommeil de l'enfant, des tout petits. On a parlé de la physiologie du sommeil, des enjeux aussi du sommeil. Et donc pour continuer maintenant, on va parler un petit peu plus de ce qu'on appelle la routine et les rituels, parce qu'il y a une nette différence entre ces deux choses. La routine, c'est tous les gestes qu'on fait inconsciemment, parce que en tant qu'adulte, on porte plus d'attention là-dessus, mais vous, tout de suite ça va vous parler. Les enfants, eux, par contre, il faut pas que la routine elle change. Exemple, si par exemple pour aller déposer l'enfant à l'école, je prends un chemin et que je décide de changer de chemin, c'est la catastrophe dans la voiture, parce que j'ai changé ma routine. L'enfant est observateur de tout ce qu'il a l'habitude, ce sont toutes ses habitudes, voilà, ses gestes, les routes qu'on emprunte, à quelle heure et à peu près on mange. Ils ont pas de montre ou quoi que ce soit, mais ils savent qu'on mange après avoir fait ça, et qu'après avoir mangé, on va aller par exemple se laver, et qu'ensuite pour un tout petit bébé, ça va être maman vient me changer la couche, me met mon pyjama, la turbulette, ça fait partie de la routine, et ensuite il y a le rituel pour aller s'endormir, n'est-ce pas? C'est ça. Alors c'est vrai que la routine, dans tous les cas, les habitudes, la routine, ça va être quelque chose qui va être hyper sécurisant pour l'enfant. Donc ça va le mettre en condition. Et si on change ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas être comme d'habitude et j'ai peur, je suis pas rassurée. Par contre, ne vous enfermez pas dans ces routines. Il y a beaucoup de parents aussi qui se disent on mange jamais chez des amis parce que sinon l'enfant serait pas dans son environnement, et donc voilà, autorisez-vous aussi à être un peu nomade et à pas vous enfermer, parce que là sinon on rentre un peu dans une forme d'isolement et ça rajoute de la difficulté, on va dire, pour le parent
dans la construction de sa parentalité, cette reconstruction aussi après accouchement, c'est bien aussi quand même. L'enfant s'adapte énormément. Vous pouvez toujours lui parler, lui dire aujourd'hui, on va pas aller dormir à la maison dans ta chambre, on va aller voyager un petit peu et tu vas voir, ça va être génial parce que voilà, on va être avec des amis ou chez les grands-parents et c'est ok aussi. Oui, c'est surtout qu'il ait des points de repère en fait, qu'il le rassure à chaque fois. C'est ça. Et donc, vous allez emmener ces points de repère. Par exemple, la turbulette, les couches sont toujours les mêmes, le doudou, un environnement qui va faire que « Ah bah oui, tiens, je connais ce truc-là, c'est toujours dans mon lit. » Oui, et du coup, le rituel, donc c'est vraiment ce qui va emmener au sommeil. Il y a, derrière un rituel, il y a une intention d'accompagner au sommeil. Donc, ça va être... alors, en général, je conseille des rituels plutôt courts. On va partir du bébé qui montre des signes de fatigue. C'est important de ne pas les louper puisque... C'est quoi ces signes de fatigue? Les signes de fatigue, ça peut être déclignement des yeux, il se frotte les yeux, il y en a qui se touchent les oreilles, les cheveux, le tonus qui va être différent. Il y en a qui auront des mouvements un peu qui se jettent en arrière ou un tonus tout long. Et en fait, je crois que même que chaque parent qui va observer son enfant va se rendre compte que ah oui, tiens, il fait toujours ça juste avant d'aller dormir. Mais du moment qu'on porte notre attention là-dessus, c'est des choses qu'on n'avait pas vues avant parce que on prêtait pas attention. Mais quand on a fait un accompagnement avec toi et qu'on se dit tiens, maintenant je vais regarder ça parce qu'elle en a parlé, tout de suite vous allez les voir en fait. Oui, c'est vraiment, et c'est observer son enfant en fait. Chaque enfant est différent et ça sera de l'observer, se dire tiens, là il montre des signes de fatigue, ça va être le moment d'aller au lit. Et effectivement, si on loupe ce moment-là, en fait, le sommeil est favorisé par les hormones, la mélatonine, l'hormone qui est indispensable au sommeil. Si on loupe ce moment-là, le corps il va se dire en fait, je vais pas me coucher maintenant et je vais sécréter du cortisol, qui est l'hormone contradictoire et qui va nous exciter. Et du coup, on va dire en fait, il est plus fatigué, il était fatigué tout à l'heure. Et effectivement, maintenant, il a sécrété du cortisol et ça va être plus difficile de l'endormir. Qu'il s'endorme. De l'accompagner au sommeil. Et c'est dur de changer son vocabulaire. Ça prend des années. Du coup, voilà. Donc, le rituel, on disait assez court, 10-15 minutes. Un peu plus. Enfin, on n'est pas à la minute près, Non, on regarde pas sa montre, mais pas sur 2 heures, quoi. Voilà, ni une heure. Ça serait trop. Pas la peine de lire 50 histoires, mais vraiment. Poser le cadre. Voilà. Ça. Oui, lui expliquer. Ouais, c'est ça. On croit que les enfants n'entendent pas, mais si. Quand on commence, à introduire un rituel, alors quand c'est des tout petits, ça va être juste, tiens, je te berce avec une chanson, etc. Puis c'est toujours ta chanson, et puis ensuite, l'enfant s'endort parce qu'il est dans un environnement favorable à l'endormissement, dans l'obscurité, un espace qui est apaisant, le parent qui est apaisant aussi, et donc naturellement, ça aide à ce qu'il s'endorme, ou alors simplement ça n'aide absolument pas. Voilà, des fois ça fait partie d'une de mes pensées pour ma deuxième, de me dire en fait je fais plein de choses, mais si je ne fais rien, ça marche aussi. Oui, c'est possible aussi. Parce qu'elle a pas besoin que je fasse autant de choses, mais moi je suis conditionnée. Et c'est hyper déstabilisant. Voilà. Et en fait, je pourrais ne pas chanter, elle en a pas besoin. Donc voilà, c'est toujours l'observation. Et puis après, l'enfant grandit vers les 1 an et demi, il commence à aimer les histoires, 1 an des fois, un petit peu, ça dépend encore de l'enfant. Et donc là, de lui dire, je lis une histoire et après, j'éteins la lumière. Et puis si, comme moi, vous avez la tortue qui chante, je reste pendant une tortue. Après, je sors. Et de poser le cadre. Voilà. Et alors, donc, le rituel, ça va être... Alors, en général, on commence par l'hygiène. Donc, ça va être, comme tu disais, mettre la turbulette pour les tout petits, changer la couche. Ou pour les un peu plus grands, lavage de mains, lavage de dents ou le bain. Après, il y a le moment détente. Donc ça peut, le livre ou le massage. Musique, le massage, on en parle aussi en réflexologie plantaire. Des fois, je donne des petits protocoles. Et puis après, il va y avoir le moment affection, le câlin, le bisou, les phrases d'amour. Et puis, rassurer l'enfant en lui disant, si on souhaite pas le laisser et qu'il s'endorme et ne pas être dans la même pièce, lui dire, je suis à côté, tu peux être rassuré, je suis juste là. Ils ont beaucoup besoin de cette sécurité-là et je pense que vers l'âge de 4 ans à peu près, mais même avant en fait,
tester ces phrases au moment où ça y est, on est sur la fin du rituel, de dire par exemple, si moi je dois m'adresser à mon enfant, de dire je suis heureuse d'être ta maman, ou je suis fière d'être ta maman, tu es important pour notre famille. Ce genre de phrases qu'on ne dit pas trop à son enfant, mais qui viennent un petit peu nourrir un autre réservoir. Il faut imaginer qu'on a plusieurs réservoirs. Il y a le réservoir de câlin, le réservoir d'amour. Voilà. Alors on met ça sur le nom du réservoir affectif, bien entendu, mais il y a différentes façons de nourrir ces réservoirs-là. Et ces phrases-là qui viennent un petit peu rassurer l'enfant en fait que il est important pour nous. Et je crois qu'il y a rien de plus beau en fait quand l'enfant nous répond. Là, ça vient quand même nous toucher. Et c'est des moments dans la journée où on peut se permettre de le prendre. Ça vient aussi nous changer émotionnellement et hormonalement. Et on part avec une bonne ambiance en fait hormonale qui est sujette à un endormissement plus serein. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Donc testez ces petites phrases, voilà, toutes simples, comme elles vous viennent, mais autour de ça, puis dites-nous après qu'est-ce que ça a fait comme impact. Donc ça c'est le rituel. Et après, ce qui était intéressant, c'est que c'est libre à vous de choisir si vous voulez ou pas accompagner l'enfant. Est-ce que l'enfant en est capable? Bon, mon premier, il a mis 4 ans à peu près avant d'être capable. Et encore aujourd'hui, à 5 ans, c'est difficile de sortir de la chambre. La deuxième, pas du tout. C'était très rapide. Vers un an et demi, en fait, on pouvait se barrer de la chambre sans ficher. Voilà, encore une fois, c'est bien, c'est mes 2 enfants, mais ils sont différents. Donc, on s'adapte. Voilà, toujours personnalisé. Ce qu'on a fait pour un enfant, ça va peut-être être différent pour le deuxième. S'il y en a un qui a besoin de présence, c'est OK. Et je crois que humainement, il y a rien de plus beau en fait de se dire que la simple présence de l'adulte dans la chambre rassure l'enfant pour qu'il puisse s'endormir. Bon, et ça dure pas aussi, hein. Ça va pas durer pendant 18 ans. C'est temporaire, mais on a peur. Je pense qu'en tant que parent, on a peur que ça dure trop longtemps et qu'il s'habitue et qu'on n'arrive pas à se décrocher de cette habitude. Mais sauf que l'enfant, il va après être scolarisé ou rentrer voilà dans une autre structure collective. Donc, il va découvrir d'autres choses qui vont changer ses rythmes. Il va grandir, comme on le disait. Le sommeil est une acquisition. Donc, ça va pas rester comme ça. C'est pas figé, vraiment. C'est pas figé. Oui, tout évolue et puis c'est bien d'essayer. Enfin, alors déjà les parents qui veulent qui souhaitent que leur enfant s'endorme de façon autonome, déjà quand je leur dis est-ce que vous êtes prêts, parce que il y en a qui veulent, comme on le disait tout à l'heure, culturellement parlant, mais voilà. En fait finalement il y a des fois où j'ai pas envie de rester avec lui, mais quand même j'aime bien, j'ai envie de rester, et le rituel j'aime bien qu'il dure longtemps et je reste auprès de lui et tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que le parent soit prêt, c'est hyper important. Et puis après, on peut essayer, et puis ça peut ne pas marcher, et puis on réessayera plus tard. Et puis ça peut marcher super bien pendant quelques mois, et puis après il y a ce qu'on appelle, je vais mettre des grosses guillemets, les phases de régression, qui sont en fait des phases d'acquisition. Parce que le bébé il apprend plein de choses et donc ça va perturber son sommeil, et on va se dire mais pourquoi d'habitude il s'endort tout seul et là ça marche pas. Et ça marche pas parce que son sommeil est perturbé, parce que son cerveau il est en ébullition, mais c'est quelque chose pareil qui va pas rester dans le temps, c'est temporaire, et puis le mieux c'est d'accompagner son enfant suivant ses besoins. Les fameux retours en arrière, moi je l'ai bien connu avec cette fameuse stratégie de après la tortue je m'en vais. Et puis en fait ça marchait plus. Voilà. C'est hyper important l'inconscient dans le sommeil de l'enfant, dans les séances de communication quantique, puisqu'on va parler avec l'inconscient et tout toute l'information qui est contenue dedans. Il y a de très belles choses qui ressortent en séance liées au sommeil, à la fois du parent et à la fois de l'enfant. Par exemple, pour le parent, c'était en fait moi je suis pas prêt à voir mon enfant grandir, c'est le dernier et j'ai besoin qu'il reste un bébé. Et donc inconsciemment, en fait, comme je suis pas prête, je reste près de l'enfant. Je reste pour l'accompagner au sommeil, mais l'enfant continue de se réveiller parce qu'il vient conditionner un comportement qui répond à mon besoin de rester près de lui et de dormir avec lui. Et donc, à cette maman-là, si on lui demande si elle est prête à faire évoluer le sommeil de son enfant qui n'a plus de réveil, non, ça marche pas parce qu'il y a ça qui se joue. Et du moment que je le sais, je peux l'accepter. Et après, je peux me dire, quand je sentirai au fond de mon cœur que ça y est,
je suis prête et que bah oui, mon enfant a bien grandi et que c'est ok, ça va me permettre aussi de faire autre chose, et il y a une évolution qui va se passer. Il y avait autre chose qui était sortie du point de vue de l'enfant pour dire aussi que c'est important. C'était une structure de famille recomposée et le bébé justement venait en termes d'acquisition de comprendre en fait la structure de la famille, et il avait noté des tensions avec la belle-mère, l'autre maman d'une de ses belles-sœurs et de ses demi-sœurs, et donc en fait, le bébé ne comprenait pas ce qui se passait dans cette structure de famille. C'était assez étrange et le sommeil était devenu anarchique. Il y avait une très forte aussi relation avec le papa qui était comme indispensable et donc voilà, c'était le thème de la séance. Et en fait, pendant la séance, c'est ça qui est ressorti. Le bébé avait eu besoin dans un rituel d'un dessin où tout le monde était représenté comme une famille unie en fait et faisant partie intégrante. Il avait eu besoin qu'on renomme en fait la place de chacun, et une fois que la mère avait réalisé ce dessin, elle m'avait envoyé un message en me disant ça y est, les nuits sont à nouveau complètes, voilà, et voilà, ça a pu soutenir, on va dire, accompagner cette phase de régression qui était liée en fait à des conflits dans la famille, et puis à un bébé qui se questionnait de c'est qui cette personne qui vient, c'est la maman mais c'est pas ma maman, ok, c'est quoi ce bazar? Donc des fois on met ça en second plan en disant ça n'a pas d'importance, mais si, ça a une importance. Tout ce qui va être des changements, des bouleversements dans la structure de la famille, un déménagement, un passage à l'école, un changement de nounou, ou voilà, ce genre de choses ne sont pas si anodines que ça, et viennent du coup faire écho, comme nous quand on est chahuté par notre emploi, le travail ou n'importe quelle thématique, on a un sommeil perturbé, mais l'enfant aussi. Dire, oui. Exactement. Et puis l'allaitement dans tout ça. On parle de stratégie d'endormissement indépendante ou dépendante. Donc il y a des bébés qui ont ces capacités-là, parce que ce ne sont que des capacités. Il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps à les acquérir et qui vont continuer à avoir des stratégies dépendantes, que ça soit le sein de la maman ou alors la tétine. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, alors le sein, ça va être... Bon, on imagine le principal objet, c'est que c'est un nourricier. Oui. Donc, quand ils sont tout petits, c'est un besoin d'alimentation. Exactement. Principalement, ça va être, donc il va se réveiller parce que il a besoin de téter régulièrement. Et puis après, on entend oui, mais maintenant il a plus besoin de téter. Quand il a 2 ans. Le besoin la nuit de se nourrir, il est plus là. On est bien d'accord. C'est un autre besoin. C'est un autre besoin. Mais que ça soit l'allaitement ou la tétine, il va y avoir... Alors, l'allaitement, il y a aussi le besoin de la présence du parent, le câlin. Oui. Mais il y a aussi le besoin de succion, qui est aussi... C'est ça. En fait, en tétant, l'enfant va sécréter des endorphines qui vont l'aider aussi à s'endormir, à s'apaiser. Voilà, c'est plus le côté apaisement et sérénité que l'enfant a besoin de retrouver. Parce que du coup, oui, à 2 ans, un enfant a encore 1001 raisons de se réveiller la nuit. Alors, dans le livre Dormir sans larmes, on ne sait pas trop encore si on parle de cauchemar ou quoi que ce soit, c'est encore assez incertain, mais l'enfant va peut-être quand même avoir des souvenirs de sa journée ou des choses qui vont remonter émotionnellement en plein milieu de la nuit, comme ça peut nous arriver, et qui vont être source de réveil, on va dire, et pour se rendormir, ils vont besoin de se réguler. Et la prise du sein est une régulation, est une aide à la régulation. La tétine aussi. Mais s'ils n'ont ni le sein ni la tétine, ils ont peut-être le pouce, ils ont peut-être un doudou qui vient bâchouiller, ils ont peut-être autre chose en fait. On n'est pas là la nuit des fois pour les observer, mais donc voilà. Donc finalement, je crois que est-ce que ce serait ça l'évolution du sommeil, c'est pouvoir proposer à l'enfant d'autres façons de se réguler et de ne pas avoir une seule stratégie exclusive, mais d'avoir d'autres choses qui peuvent aussi l'amener à découvrir que tiens, ça aussi, ça peut m'aider à me réguler, et que le parent a confiance en l'enfant qu'il est capable de les utiliser pour se réguler. Parce que si moi, parent, j'ai pas confiance, je ne crois pas que mon enfant en est capable, forcément, je réduis le champ des probables et des réalisables. On est bien d'accord. Oui, oui. Mais effectivement, on peut, à partir du moment où on considère que notre enfant n'a plus besoin de téter la nuit pour se nourrir, on peut tout à fait lui dire, écoute, là, on supprimer quelques tétés la nuit et dire, on fait juste un câlin, ou à la place, on fait... je te donne un verre d'eau si tu veux. Ouais. Essayer. Le construire avec lui aussi. Oui.
Voilà, quand à 2 ans, ils commencent à être assez coopératifs et puis ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer et donc on peut construire des choses et les essayer. Et voilà, vous ferez jamais d'erreur en fait en essayant et en observant. Est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné? Et ensuite, ce qui est important de mentionner, c'est de faire attention après à vous en tant que parents. On en parlait en début d'émission, mais toutes ces choses-là, pour l'instant, ont été centrées sur l'enfant, mais maintenant, c'est moi en tant que parent. Qu'est-ce que ça vient me toucher? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vis ces réveils? Comment ça se passe aussi dans mon corps? Parce que la privation de sommeil, ça a des conséquences. On le disait sur le plan émotionnel, on est beaucoup plus irritable. On perd patience. Voilà, on n'a pas de patience. C'est un cercle vicieux. Après, on est énervé et on dort de moins en moins bien. C'est ça. Et donc finalement, c'est une dose de stress. Là, c'est pas la pression au travail, c'est vraiment le stress lié à des besoins qui ne sont pas nourris. Et donc, c'est comment, moi, en tant qu'adulte, j'ai la responsabilité de prendre soin de ces besoins-là. Donc, est-ce que je fais des siestes la journée pour récupérer? Est-ce que j'allège mon environnement de travail pour que ça soit plus confortable et plus doux? Est-ce que j'ai cette possibilité-là? Et surtout, pensez à regarder avec votre médecin s'il n'y a pas des carences qui s'installent. Parce que la privation de sommeil vient forcément avoir un impact sur le stress et donc sur tout votre système métabolique. Donc, ça sera peut-être intéressant d'aller voir dans l'assiette. Qu'est-ce que vous mettez au quotidien dans votre assiette en termes de nutriments, en termes de minéraux, en termes d'énergie pour soutenir en fait et pallier en fait à ce sommeil qui est un petit peu déstructuré ponctuellement et vous permettre de continuer à mener votre vie plus et moins correctement. Je crois qu'on a fait pas mal le tour quand même de ces choses-là. Oui, la dernière chose en tant que parent, bien entendu que si vous aimez dormir avec vos enfants, continuez. Oui. Voilà. De toute façon, vous ferez jamais d'erreur tant que vous répondez à votre besoin et à celui de votre enfant. Exactement, c'est ça. Et que surtout, tout est temporaire. Oui. Donc, c'est pas parce que là, vous dormez avec votre enfant qu'il a 2 ans que à 10 ans, il dormira encore avec vous. Non, je crois qu'à 10 ans, il voudra plus dormir avec vous. Voilà. Mais en tout cas, tant que vous abordez le sujet avec les lunettes de l'amour et pas les lunettes de la peur, vous verrez que la chose, elle se passe mieux. Et encore une fois, faites l'expérience pendant une semaine de dire, OK, pendant une semaine, il peut rien se passer de grave. Je vais pas instaurer une habitude en 7 jours. Donc, si j'ai tendance à toujours regarder cette situation avec des lunettes de la peur, je vais essayer de les regarder avec les lunettes de l'amour et de faire les choses où je me dis, OK, ça c'est bon, ça me fait du bien, ça a l'air de faire du bien à mon enfant. Comment ça se passe, qu'est-ce que j'en fais et j'observe. Et j'observe comment ça impacte aussi tout le reste de ma journée, le reste du quotidien, la dynamique de la famille, tout ça. Et puis vous venez nous en parler après. Voilà. Merci beaucoup Élodie pour cette émission sur le sommeil. Merci. C'était vraiment très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver rapidement si on veut prendre rendez-vous avec toi? Comment ça se passe? Et ben sur Moment d'attention, vous pouvez me trouver. Sur Instagram, voilà, t'as un compte Instagram. Moment MOMAN. Oui. Voilà. Tu exerces aussi au Vivier du Lac. Voilà. Alors je fais du domicile et en Savoie, je me déplace. Voilà. Et puis j'ai un cabinet au Vivier du Lac. Voilà. Donc voilà, c'était Élodie Lagrange et Pauline Dubromez pour l'émission Parents autrement sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac.